Web24 News, bonsoir, merci d'être des nôtres dans ce décor inhabituel et pour cause, nous avons pris rendez-vous avec Christophe Lafaye, historien, pour discuter d'une thématique particulière, à savoir l'utilisation des armes chimiques, des armes non conventionnelles durant la période coloniale. Et Christophe Lafaye est un spécialiste de la question. Il est là à Batna, dans les Aurès, pour continuer à fouiller les grottes, recueillir quelques témoignages. Tout d'abord, Christophe Lafaye, bonsoir, merci d'être des nôtres. Merci à vous. Alors Christophe Lafaye, ces armes non conventionnelles, ces armes chimiques ont été utilisées entre 1956 et 1962. On dit que les grottes, l'environnement de ces grottes continue d'être empoisonné, vicié. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, c'est des témoignages que nous avons recueillis au mois de juillet 2024 avec Claire Billet et Olivier Jobard en Haute-Kabylie. Effectivement, on a eu plusieurs témoignages convergents nous indiquant que les bergers fermaient certaines grottes ou interdisaient leur utilisation, car lorsqu'ils s'y réfugiaient, encore maintenant, ils pouvaient être incommodés par les gaz qui étaient toujours et qui faisaient toujours effet. On a même pu documenter, avec un berger en particulier, des brûlures chimiques qu'il avait subies en jouant dans une grotte lorsqu'il était enfant au début des années 80. Donc effectivement, la question environnementale et des traces de cette guerre chimique dans les grottes en Algérie est toujours posée. Vous parliez du film de Claire Billet qui s'appuie sur vos travaux, Algérie, section armes spéciales, où on a découvert justement un pan méconnu de la conquête coloniale. On a vu ce film, on a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui dans cette région des Aurès ? Poursuivre le travail, tout simplement, puisque Algérie Section Armes Spéciales, c'était la première occasion, en tout cas, qui nous était offerte de faire connaître ce sujet de recherche, de faire connaître la guerre chimique en Algérie. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le sujet est loin d'être clos. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Donc ma venue à Batna, en fait, répondait pour moi à deux soucis. Le premier était de pouvoir, dans le cadre d'une conférence, alors nous avons été accueillis par l'université de Batna 1, dont je remercie le doyen et tout le personnel qui nous a accueillis. Alors un souci de transmettre déjà par le biais d'une conférence que j'avais pu apprendre sur cette guerre chimique, pour aussi commencer à dialoguer continuer en tout cas le dialogue avec mes collègues universitaires algériennes et algériens, et construire des projets pour continuer l'étude de la guerre chimique. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif de mon séjour à Batna, c'était de pouvoir retourner sur le terrain pour de nouveau rencontrer les témoins que nous avions vus l'été dernier à Khalouchetou, et rencontrer de nouveaux témoins aussi pour recueillir des témoignages qui étaient importants pour mes travaux, puisque les témoins cet été nous avaient commencé à donner des éléments complémentaires sur cette opération que je tenais absolument à confirmer par de nouveaux témoignages pour raconter de la manière la plus juste le déroulement de cette opération que l'on voit dans le documentaire. Alors, Khalouchetou, c'était en 1959. Oui. Vous avez recensé, pour revenir à votre documentaire, vous avez recensé 450 opérations où on a utilisé des armes chimiques. Est-ce que, selon vous, il y a plus d'opérations du genre et combien sont les victimes ? Alors oui, 450, c'est un chiffre qui a pu être obtenu à partir de l'exploitation des archives qui étaient ouvertes par le ministère des Armées. Il y en a encore beaucoup qui restent fermés. Donc ça reste un chiffre très approximatif pour le moment. J'estime entre 5 000 et 10 000 opérations de ce type, en extrapolant les résultats d'une ou deux sections de armes spéciales sur laquelle j'ai pu travailler de manière un peu plus poussée. Vous parlez de 8%, à peu près entre voilà, 8%. J'ai pu documenter entre 5 et 8%, je pense, du gaz. total des opérations, si on s'en tient à cette estimation. Mais bien évidemment, il faudra compléter et affiner ces chiffres grâce à l'ouverture des archives. Ça sera absolument
indispensable. C'est une problématique de taille, effectivement. Oui. Alors, le public algérien vous a connu, je le répète, avec le film de Claire Billet, section Algérie, section armes spéciales, qui est passé il y a à peu près un mois. D'ailleurs, on vous a reçu sur Al24 News. Comment vous expliquez que ce fait historique est passé inaperçu durant des années ? Alors effectivement, ce fait historique est resté méconnu, mais il avait été dénoncé déjà durant la guerre d'indépendance. Donc il était connu, mais pas forcément extrêmement reconnu. C'est toute la différence. Lorsque on parle de l'opération Halouchetou du 22 et 23 mars 1959, Ferhat Abbas envoie un télégramme au Comité international de la Croix-Rouge à Genève, un télégramme que j'ai retrouvé justement dans les archives de cette organisation, où il dénonce l'emploi par l'armée française d'armes chimiques contre les populations, qui aboutit à la mort de 118 Algériens par asphyxie. Alors, on connaissait les massacres des Algériens, la torture, les populations qui étaient évacuées, les bombardements, le napalm, mais ce fait des armes chimiques est resté méconnu. Bon, vous nous donnez quand même des ancrages dans l'histoire avec Ferhat Abbas, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'était une doctrine militaire d'utiliser des armes chimiques ou c'était juste l'apanage de quelques officiers qui voulaient juste tester les grottes des Aurès, même de Kabylie, par rapport à ces armes? Non, ce n'était pas un fait isolé. Ça répondait, en employant le terme de guerre chimique, je l'emploie effectivement vraiment dans le sens où cette guerre a été expérimentée en 1956. Ensuite, on a créé des unités, on a testé différentes méthodes. À partir de ce moment-là, a été rédigée une doctrine d'emploi de ces sections armes spéciales, donc ayant recours aussi aux armes chimiques. Et c'est bien cette méthode-là qui a été appliquée à l'ensemble de l'Algérie. Donc ce ne sont pas des faits isolés, c'est une guerre chimique qui a été expérimentée, pensée et généralisée sur l'ensemble du pays. C'est une doctrine militaire. C'est une doctrine militaire. Et ça ne se résume pas juste pour condamner des grottes dans lesquelles les combattants du FLN se seraient réfugiés, mais dans le film encore de Claire Billet, quand on voit par exemple la quantité de gaz ou de produits chimiques qui a été utilisée, c'est bel et bien pour empoisonner, voire tuer par asphyxie les personnes qui se seraient réfugiées. Voilà. Alors oui, si on prend l'exemple de l'opération que l'on montre dans le film, il y a une volonté effectivement de tuer les populations qui sont à l'intérieur, de tuer les personnes qui sont réfugiées à l'intérieur de la grotte. Par rapport aux quantités de gaz. Par rapport aux quantités de gaz utilisées. Mais d'ailleurs, lors de cette opération, l'armée française, l'armée coloniale, n'utilise pas que des armes chimiques. Elle utilise aussi l'artillerie, elle utilise des missiles guidés, ensuite elle utilise des fumigènes, ça ne fonctionne pas, elle utilise des armes chimiques, donc les personnes qui sont dans la première salle commencent à être incommodées, certaines meurent, donc des armes chimiques en quantité. Des œdèmes pulmonaires, des asphyxies, œdèmes pulmonaires, etc. Il y a des adolescents qui sortent, et ça c'est aussi ce que nous avons découvert hier grâce au témoignage. Un adolescent est récupéré, on lui met une bombe sur le dos et on le renvoie dans la grotte. Cet adolescent est utilisé comme arme, en fait, comme bombe humaine, pour causer encore plus de pertes à l'intérieur de la grotte. Il explose, il blesse de nombreux camarades à lui qui hier nous ont apporté ces témoignages-là. Donc on voit qu'il y a lors de cette opération une volonté de tuer, de faire des pertes par tous les moyens. Et les armes chimiques, effectivement, sont un des moyens qui sont utilisés pour tuer les Algériens et les Algériennes à l'intérieur de cette grotte. Après, est-ce que cette volonté homicide est là dans toutes les opérations? Je pense que ça dépend en fait du commandement français sur le terrain et des égards qu'il a ou non vis-à-vis des populations civiles. Mais là, sur Halouchetou, c'est un véritable crime de guerre.
Crime de guerre, puisque vous parlez des unités spéciales qui s'adonnent à ce type de méthode, qui répandent donc les gaz toxiques pour asphyxier justement les habitants, ou en tout cas même les combattants du FLN. Et pourtant, la France avait signé une convention en 1920, en tout cas au lendemain de la Première Guerre mondiale, interdisant ce type d'armes. Comment vous expliquez quand même l'Algérie était un champ d'expérimentation? Alors, il y a un paradoxe, effectivement. À la fin de la Première Guerre mondiale, les sociétés occidentales qui ont participé à cette Première Guerre mondiale, alors il y avait aussi beaucoup d'Algériens, d'ailleurs, dans les troupes coloniales, qui ont aussi participé à cette Première Guerre mondiale, il faut le rappeler. Donc ces sociétés-là avaient été traumatisées par l'emploi des armes chimiques. Donc, à l'initiative de la France, est signé en juin 1925 ce que l'on a appelé le protocole de Genève, qui était censé interdire l'emploi des armes chimiques entre États signataires. Et toute l'importance est dans les mots. Occidentaux, c'est-à-dire tous. Mais comme l'Algérie n'était pas reconnue, donc on pouvait l'utiliser comme un champ d'expérimentation. Tout à fait, mais dans ce cadre-là n'était pas prévue la question de la police coloniale, comme on appelait à l'époque, n'était pas prévu non plus le cas des guerres civiles, ou n'étaient pas non plus prévues les questions liées au maintien de l'ordre. Donc finalement, cela a créé une possibilité, y compris pour les pays signataires, de pouvoir utiliser des armes chimiques contre les populations coloniales. Et c'est exactement ce qui va se passer en Algérie. Mais on ne peut pas comprendre aussi cette utilisation si on ne se met pas non plus dans le contexte de l'époque. Il y a aussi, en 1925, une industrie chimique qui est extrêmement puissante et qui cherche des débouchés pour ses productions. Les armes chimiques sont une production comme les autres. Il y a un aspect commercial alors. Il y a aussi un aspect commercial. Mais un mot, Christophe, sur les gaz utilisés qui ont été répandus. Donc c'est du CN2D, c'est un dérivé du cyanure ou de l'arsenic. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Alors ce gaz particulier, le CN2D, il est composé en fait de 3 éléments. Donc il y a 2 gaz, le CN qu'on appelait communément du gaz lacrymogène, qui est un dérivé du chlore, en fait, qui est un dérivé du chlore, et le DM, qui est l'adamsite, qui est un gaz qui a été mis au point en 1918 par des Américains, par un officier qui s'appelait Adams, qui a mis au point ce gaz-là à partir des recherches qu'avaient menées les Allemands sur les arsines, qui, elles, sont dérivées de l'arsenic. Donc l'adamsite avait des propriétés militaires qui étaient intéressantes parce que c'était un agent vomitif extrêmement puissant et qui entraînait une neutralisation des personnes de manière assez rapide. Donc le CN2D combine les effets de ces 2 gaz et on ajoute une terre silicieuse qui est le kieselguhr, qui lors de la combustion va se dégrader en particules très très fines de l'ordre du micron, et ce sont ces particules-là qui vont porter le gaz très profondément dans l'organisme. Et les quantités de gaz CN et DM utilisées étaient tellement importantes dans les munitions que l'effet létal pouvait se produire très très rapidement. Très très rapidement. Alors on va dire un mot quand même sur les responsables qui ont utilisé, quand même, en tout cas qui ont donné l'ordre pour l'utilisation de ces gaz. Il y a des politiciens, par exemple comme Maurice Borges Monouri, qui était ministre. Il y a le général Ayré, je crois. Oui. Il y a également le général Chal, qui sont aussi dans l'autorisation de ces gaz. Donc on a un crime, on a des supposés coupables parce qu'il y a enquête et il y a un problème d'archives. On a à peu près tout. Pourquoi est-ce que vous, les historiens, vous rencontrez quand même des blocages au niveau des archives? Alors effectivement, il y a des responsabilités politiques qui sont énormes, et c'est vrai que dans l'histoire, on a eu tendance à se décharger sur l'armée de la responsabilité des crimes coloniaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, en France, il y a une responsabilité politique qui est énorme, si on peut en dire quelques mots, puisque c'est effectivement en 1956 un gouvernement de gauche, de la SFIO, qui va porter la question de l'emploi des armes chimiques. Il y a Maurice Borges Monouri, que vous avez évoqué, qui était effectivement ministre de la Défense, mais vous avez par exemple François Mitterrand à cette époque-là, qui est aussi ministre de l'Intérieur. Vous avez aussi Max Lejeune, qui est secrétaire d'État à la Défense Terre, dédié à l'Algérie, qui va être aussi très actif
dans ce processus d'autorisation d'utilisation des armes chimiques. Donc il y a une responsabilité effectivement très forte de la 4e République, et les militaires n'en viennent pas à utiliser ces armes chimiques par hasard, c'est qu'il y a une autorisation politique. Et lorsque l'on observe, on se projette quelques années plus tard, ce que vous avez fait en parlant de Maurice Challe, donc en 1958, lorsque le général Challe est au commandement en Algérie, c'est le général de Gaulle qui lui est président de la République en France, et l'archive que l'on voit dans le film Algérie, section armes spéciales, qui est présenté par Claire Billet, où on voit effectivement l'ordre d'intensification de la guerre chimique, de rationalisation de la guerre chimique. Cet ordre-là, il n'est pas signé par n'importe qui, il est signé par le propre gendre du général de Gaulle, le colonel de Boissieu. Donc le général de Gaulle ne peut pas ignorer qu'en Algérie, dans le même temps, se produit une guerre chimique. Donc c'est une responsabilité qui est portée par la 4e République, mais aussi par la 5e République. Et cette responsabilité politique, qui est quand même forte et écrasante, explique peut-être aussi pourquoi on n'a pas encore de parole officielle qui est venue accompagner la sortie du film de Claire Billet. Il manque en fait une parole politique pour qualifier effectivement ce qui est démontré dans le film et ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire une guerre chimique. La France a du mal à reconnaître encore cette guerre chimique. Alors, on dirait, on a vu des titres de journaux après la sortie du film de Claire Billet, la France coloniale a gazé des Algériens. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas caricatural? Est-ce que c'est pas simpliste? Et vous, les historiens, vous vous adonnez quand même à une approche d'équilibre, entre guillemets, mais est-ce qu'on dirait ça, que la France a gazé vraiment des Algériens? Mais lorsque l'on observe ce qui s'est passé le 22 et 23 mars 1959 à Ralouchetou, dans les Aurès, oui, la France a gazé littéralement et pratiquement des Algériens pour les tuer. Est-ce que ça s'est passé partout à l'identique, tout le temps en Algérie sur chaque opération? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça dépend aussi du commandement sur le terrain. Moi, j'ai eu des témoignages aussi d'officiers qui étaient soucieux de ne pas mettre trop de gaz pour ne pas tuer les gens qui étaient à l'intérieur. Mais vous voyez, c'était encore une fois un souci qui avait un objectif, c'était de faire des prisonniers qui pouvaient être ensuite remis à des pelotons, les DOP, les fameux DOP qui allaient les torturer pour obtenir du renseignement, et ces personnes-là allaient vraisemblablement être exécutées à l'issue de leur interrogatoire. Donc c'est une guerre cruelle, c'est une guerre atroce, que cette guerre coloniale en Algérie, les moyens utilisés sont horribles, et la guerre chimique est un éventail je dirais, des techniques qui sont utilisées. Il y a aussi le napalm, qui a laissé beaucoup de mémoire. Les gens nous parlent beaucoup aussi du napalm quand on va recueillir les témoignages. Donc, effectivement, oui, il y a une responsabilité de la France. Oui, la France a gazé des Algériens. Est-ce qu'elle les a gazés à mort lors de toutes les opérations? Vraisemblablement pas. Mais il y a quand même ces faits-là qui sont irréfutables. Alors, vous nous le certifiez, on a bel et bien gazé des Algériens. On a également le dossier des sites nucléaires qui ont contaminé des espaces quand même importants. On a les armes biologiques dont a parlé d'ailleurs récemment le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On voit la France a quand même pas mal de dossiers lourds concernant la guerre d'Algérie. Alors oui, déjà pour rebondir sur votre première remarque, on a gazé les Algériens. Ce n'est pas moi qui le dis, l'historien rapporte finalement ce que les anciens combattants français m'ont dit, parce que ce sont des mots qui ont été prononcés par les anciens combattants de ces sections spéciales. Oui, on a gazé les Algériens. Donc ça, c'est important de dire, parce que les anciens combattants français, eux, certains en tout cas, ont rompu le silence et ont témoigné de ce qu'on leur avait demandé de faire en Algérie. Et oui, effectivement, le dossier global, je dirais, de la France coloniale et de sa présence en Algérie est un dossier qui est lourd. Mais je vous dirais, moi, ma perspective d'historien, c'est que plus les sujets sont lourds, plus il faut donner des moyens aux chercheurs et à la recherche de pouvoir travailler sur ces sujets, d'établir la vérité, de pouvoir établir les faits, ce qui s'est déroulé. Et à partir de là, ces éléments-là peuvent être repris par la suite
par d'autres spécialistes pour faire leur travail. Alors on parlait de la décontamination, c'est un travail, effectivement, mais pour faire la décontamination, encore faut-il avoir accès aux archives historiques des tests, pouvoir savoir quel type de produits ont été utilisés, à quel endroit, à quelle quantité, quand. Tout ça, c'est contenu dans les archives historiques françaises. Donc il faut, d'une certaine manière, ouvrir ces archives, justement, permettre aux chercheurs de travailler. On en est où sur la question des archives? Vous, les historiens, enfin vous, Christophe Lafaye, où est-ce qu'on en est par rapport à ce bras de fer, osons l'expression, entre les représentants du ministère de la Guerre et des historiens comme vous? Il y a encore un sujet. Voilà, moi je suis historien, encore une fois, de la guerre chimique, donc je regarde un peu mon champ de recherche et l'accessibilité des archives liées à mon champ de recherche, et là, le compte n'y est pas du tout. Il y a encore énormément de dossiers qui sont refermés, qui sont non accessibles, et pas non accessibles n'importe comment, c'est-à-dire refermés normalement à perpétuité, c'est-à-dire que personne ne pourra jamais y avoir accès. Pourquoi ? Simplement. Ça, c'est une disposition du Code du patrimoine de 2008, donc qui définit les critères de communicabilité des archives, et il était prévu un article qui s'appelle l'article L213 2 alinéa 2 sur les archives incommunicables. Donc c'est un article qui dit que ne sont pas communicables les archives qui permettent de localiser, de concevoir ou d'utiliser des armes de destruction massive. Il y a prescription, non? Avec le temps, avec les victimes, bon, bien entendu algériennes, mais des fois des soldats français qui ont été contaminés. C'est pas tant la question de la prescription que de la dangerosité des archives. C'est-à-dire que ce que vise ce texte de loi en particulier, c'est d'empêcher la communication des archives techniques. C'est en gros, en résumé, qu'on vous communique un plan pour concevoir une arme nucléaire ou une arme chimique. Vous dites vous-même que c'est ridicule. Mais c'est ridicule. C'est pas une formule, c'est pas une recette qui tomberait dans le public, qui nous inciterait à concocter comme ça dans sa cuisine une arme chimique. C'est pas comme ça que ça se passe. Surtout que ces documents ne parlent absolument pas de ça. Les documents qui sont refermés, c'est quoi? C'est des comptes rendus d'opération, des journaux de marche, donc un journal de bord d'une unité, c'est des comptes rendus de réunion, c'est voilà, c'est ce type de documents-là. Donc ce ne sont pas des archives techniques, ce ne sont pas des archives proliférantes. Ce sont des archives qui potentiellement, oui, peuvent contenir des secrets historiques qui sont dérangeants pour mon pays, mais ce cadre-là ne rentre absolument pas dans la définition de l'article sur les archives incommunicables. Donc ce sont des secrets historiques qu'on cherche à préserver, pas des secrets techniques. Vous, l'historien, quand vous voyez ce type de blocage, on se dit peut-être, on conclurait qu'on n'a pas envie de sortir du côté français, en tout cas certains représentants de la politique française, de ce chapitre de cette histoire coloniale, alors qu'on devrait peut-être établir une transparence pour peut-être solder, entre guillemets, les comptes. Mais pourquoi il y a ces blocages? Donc, on risque encore de débattre de ces sujets pendant de longues années. Ces blocages, oui, je les déplore en tant qu'historien. Parce que moi, la seule arme que j'ai, c'est celle de mon travail, c'est celle de la recherche, de l'établissement de la vérité. Et je pense que dans le travail conjoint, d'ailleurs, entre la France et l'Algérie, il y a des leviers très forts de réconciliation. On a beaucoup parlé de l'importance qu'avait pu avoir le film de Claire Billet, Algérie, section armes spéciales, ici en Algérie, mais ce film n'aurait pas été possible sans la collaboration entre chercheurs et documentaristes français et algériens. Voilà. Donc quand on travaille ensemble, on peut obtenir des choses extraordinaires. Donc refermer les archives en France, c'est empêcher finalement que puisse se faire ce travail de vérité. Et ce travail de vérité, même si le contenu est difficile, même si c'est pas agréable d'entendre qu'un jour la France a utilisé des adolescents comme bombes vivantes, même si ça fait mal au cœur d'entendre que l'on a utilisé des armes chimiques, même parfois on a des sentiments qui sont forts quand on entend ces témoignages-là. Pourtant, la France doit faire face à cette histoire. Il faut qu'on la regarde en face. Il faut qu'on ait le courage de l'affronter pour pouvoir, à un moment donné, la dépasser. Est-ce que vous sentez des pressions? Est-ce que vous êtes ciblé? Je ne sais pas. Bon, pression, peut-être le mot est un peu fort, mais est-ce que vous sentez qu'on vous met sciemment comme ça des obstacles sur votre chemin d'historien?
On a parlé des blocages, bien entendu, mais en tout cas, travailler en France sur la guerre d'indépendance algérienne, c'est pas un sujet neutre. C'est pas un sujet c'est pas une sinécure et c'est pas un sujet qui vous assure une tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a encore des suspicions quand on est historien ou historienne et qu'on veut travailler sur ce sujet, qu'en plus on se rend en Algérie, que l'on collecte des témoignages en Algérie, et évidemment, et qu'on traite en plus de sujets sensibles comme la guerre chimique ou les violences coloniales, évidemment, dans le discours public, on va vous accuser de parti pris. Comme s'il survivait encore, comme si la guerre était toujours là et qu'il fallait choisir son camp, et qu'il y avait encore la survivance comme ça La mémoire est vivace. La mémoire est vivace. Donc, en France, déjà, on a du mal à comprendre qu'un historien ou une historienne puisse essayer de traiter ce sujet-là d'une manière totalement neutre. Et équilibrée, on vous suspecterait d'idéologie. Voilà, donc on est suspecté d'idéologie, on est suspecté de parti pris, et en fait, tout ça nous renseigne beaucoup plus sur l'atmosphère qu'il y a actuellement en France, qui est une atmosphère qui est assez mauvaise. Après, les pressions les plus contraignantes sur l'historien, c'est de l'empêcher d'avoir accès aux archives. Et effectivement, là, ces pressions, elles sont fortes depuis 2021. Alors, est-ce que le travail d'historien, vous avez un peu répondu, mais vous allez nous donner plus d'éléments, est-ce que le travail d'historien est beaucoup plus facile aujourd'hui ? On tendrait à dire oui, puisqu'on est dans des sociétés où il y a Internet, où c'est des sociétés de communication, où on échangerait beaucoup plus facilement, où l'information est fluidifiée. Et pourtant, à vous entendre, on dirait que c'est beaucoup plus difficile, surtout concernant le dossier de la colonisation en Algérie, de la guerre d'indépendance. Même si nous vivons dans une société de communication, on n'est pas forcément dans une société de savoir, ni dans une société de co-construction des savoirs. Effectivement, les réseaux sociaux font parfois aussi beaucoup de mal aux questions historiques, parce qu'on y retrouve dessus un peu tout et n'importe quoi. À la différence des réseaux sociaux, nous, les historiens, lorsque nous travaillons sur un sujet, on y travaille déjà sur le temps long. Ça fait 10 ans que je travaille sur la guerre chimique en Algérie, et nous construisons notre savoir. Et à la base de la construction du savoir, il y a les sources. Et ces sources, il faut pouvoir y accéder dans toute leur diversité pour pouvoir les critiquer et ensuite les recouper pour essayer d'établir au mieux la vérité. Et refermer des archives, c'est nous couper, pas de la vérité, mais c'est de nous couper d'un élément qui va nous permettre de refaire progressivement tout le puzzle de cette histoire. Donc en France, fermer les archives sur la guerre chimique, ce n'est pas neutre, c'est nous empêcher de travailler. Mais après, vous savez, les historiens, nous et les historiennes, on a aussi de la ressource. Et lorsque les archives sont fermées, on travaille autrement. On constitue d'autres sources. Et c'est tout l'enjeu aussi de ma présence ici en Algérie, c'est de construire des archives alternatives par le biais des témoignages oraux, par le biais des archives des anciens combattants, pour pouvoir continuer tout de même à écrire cette histoire. Le prochain défi ou la prochaine étape concernant ce lourd dossier des armes chimiques, ça serait quoi ? Le prochain défi, pour moi, c'est effectivement l'ouverture des archives en France. Que le film soit diffusé enfin à la télévision, parce qu'il est diffusé sur Internet, mais il n'a pas été encore diffusé à la télévision, et qu'ensuite, on puisse développer des projets de recherche partagés entre la France et l'Algérie pour pouvoir continuer à travailler, voilà, ensemble sur ce sujet-là qui n'en est qu'à ses débuts, parce que le film a révélé en fait un tout petit peu une opération parmi des milliers d'autres, et voilà, c'est encore tout ce travail qui reste à faire dans les Aurès, mais pas simplement sur l'ensemble de l'Algérie. Alors je crois que vous avez donné des conférences au niveau de l'université de Batna. On voit, il y a plusieurs initiatives de ce type entre des échanges d'historiens, pas uniquement entre historiens algériens et français. Je crois que vous avez une rencontre à Aix-en-Provence où l'ensemble des historiens, des sociologues de plusieurs pays viennent parler de leur souffrance par rapport au colonialisme, au joug colonial. Dites-nous un mot. Voilà, oui. Alors, bien évidemment, l'Algérie n'a pas été le seul pays à être confronté à la guerre chimique. C'est quelque chose qui s'est développé
dans le monde occidental, je dirais, à partir de 1919, qui a continué, qui s'est développé, qui s'est intensifié. Et effectivement, pour mieux comprendre comment la guerre chimique a survécu après la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, j'ai co-organisé à Aix-en-Provence, donc ça sera le 18 juin prochain, un panel dans le cadre du congrès de l'Association pour les études de la guerre et de la stratégie. Et ce panel, donc une forme de journée d'études, sera consacré à la guerre chimique. Et, donc en général. En général. Alors ça sera co-organisé avec Olivier Lepic, que l'on voit dans le documentaire, qui est docteur en histoire, avec le professeur Journoux de l'Université de Montpellier et la docteure Lina Leila Abdelaziz de l'Université de Batna II, qui aussi participent à ce travail. C'est plutôt une note positive quand on a des historiens de part et d'autre qui travaillent. Et ça montre aussi que ce sujet, alors ça va nous permettre, on va parler bien évidemment de l'Algérie, on va parler des enfumades de la conquête coloniale, on va parler de la guerre d'indépendance, mais c'est un sujet qui concerne aussi le Cameroun en 1961, qui concerne aussi le Maroc en 1925 pendant la guerre du Rif, qui concerne aussi le Vietnam, la grande guerre américaine au Vietnam, et qui a été une guerre chimique massive. Donc on voit bien que ce sujet-là traverse finalement la deuxième partie du XXe siècle, avec aussi des transferts potentiels de savoir-faire et de technologie entre les armées occidentales. Donc c'est tout ce travail-là que l'on va essayer de débuter lors de ce panel, de cette journée d'études. Christophe Lafaille, je vous laisse le dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et plus généralement du public algérien. Déjà, je vais leur dire qu'avec Claire Billet et Olivier Jobard, on a été extrêmement touchés par tous les messages que l'on a reçus à la suite de la diffusion du documentaire en Algérie. Tous ces messages de soutien, de remerciement. Je sais que ça a vraiment touché Claire et Olivier, ça m'a aussi beaucoup touché. Et ça nous donne en fait la détermination et l'énergie de continuer ce travail. Il faut aussi savoir qu'en France, il y a énormément de personnes qui ont été aussi touchées par ce film et qui commencent à changer leur regard sur la guerre coloniale qu'a menée la France en Algérie. Et qu'en France aussi, il y a des gens de bonne volonté qui œuvrent pour que ce travail-là puisse être fait. Moi, je suis sûr que quand les deux sociétés civiles en France et en Algérie travaillent ensemble, on peut faire des grandes choses et cette quête de la vérité historique peut nous réunir, en tout cas sur le chemin de la réconciliation, j'en suis persuadé. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir alors? Il faut l'être optimiste. Enfin voilà, moi j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils vivent dans un monde meilleur. Et que ça passe aussi par parfois affronter les parties les plus sombres de notre histoire pour en faire quelque chose ensuite qui soit positif. Moi, je suis historien, c'est ma seule arme, entre guillemets, pour pouvoir influencer les choses et apporter ma contribution. Donc c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Christophe Lafaille, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle, vous êtes historien et spécialisé du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, à savoir les armes chimiques durant la période coloniale. Merci d'avoir été des nôtres. L'entretien spécial s'arrêtera là, c'est le cas de le dire. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.